Chers amis de Strasbourg et d'ailleurs, je vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter le témoignage de Jean-Marie Leclésio. Avant d'entamer notre échange, que nous terminerons en passant le micro pour recueillir vos questions, je tiens à remercier Victoria Caps, directrice du Festival international de géographie à Saint-Dié-en-Vosges, Anne-Marie Bloch, responsable du projet Strasbourg, capitale mondiale du livre, et Sarah Polacci, commissaire général du livre sur la place de Nancy. Cher Jean-Marie, je me tourne vers vous. Peut-être aurez-vous observé que le mot géographie qui nous accueille est écrit au pluriel. Ce S nous tend la main. Il convient, me semble-t-il, à l'ensemble de votre œuvre. Car la curiosité, le goût et le souci pour la ou les géographies font tellement partie de vos livres qu'ils en constituent à mes yeux une définition de votre style. Peut-être est-ce une des qualités auxquelles ont été sensibles les jurés qui vous ont attribué le prix Nobel de littérature en 2008. Vous avez même donné vie à un personnage de géographe dans votre roman Urania, qui est paru en 2006, et nous y reviendrons. Et votre père a pris un surnom géographique en devenant le personnage central de votre magnifique récit L'Africain, que vous avez publié en 2004. Enfin, votre dernier livre, Identité nomade, paru en janvier 2024, évoque une existence qui s'irrigue de voyages et d'exploration du monde. Et je mets bien voyages et explorations au pluriel, tant ils sont nombreux. Mais ce mot de géographie, on peut l'entendre de multiples manières. Je voudrais tout d'abord en retenir deux. Je pense d'une part à la science qui cerne par des cartes les territoires qui constituent notre planète. Ces cartes sont le fruit du travail d'explorateurs qui ont arpenté la Terre. Et puis, d'autre part, grâce à ces matériaux, on peut avoir un goût pour la géographie en restant immobile. Quand on ne peut pas voyager, on explore le monde intérieurement, dans un dictionnaire, dans un atlas, sur des cartes. N'est-ce pas ainsi qu'est né chez l'enfant Jean-Marie Leclésio le goût pour la géographie lorsqu'il a grandi enfermé dans une Nice en guerre ? Merci d'abord, merci à tous, à toutes d'être venus ce soir. C'est un grand honneur pour moi. J'aime beaucoup la ville de Strasbourg. Je suis allé plusieurs fois à Strasbourg, je suis venu. Et je suis très ému de cet accueil chaleureux qui se fait à Strasbourg, cet accueil qui me permet d'échanger ce soir grâce à vous, grâce à l'organisation des rencontres géographiques et grâce à Alice Dandinier qui me permet d'échanger des idées sur ce que peut être la géographie pour un écrivain, pour quelqu'un comme moi. Et sans doute, la géographie est apparue assez tôt dans ma vie parce que le premier livre que j'ai écrit dans ma vie, c'était un livre de géographie. Je devais avoir 5 ans, c'était à la fin de la guerre. Le papier était assez rare et j'avais plié des feuilles de papier. J'avais inventé des pays, j'avais dessiné des cartes alors que je ne connaissais rien à la géographie. Et ne sachant pas comment appeler ce livre, je l'avais appelé d'un titre complètement absurde, je l'avais appelé « Le globe à mariner ». Et sur la couverture, j'avais représenté le globe terrestre en train de baigner dans une baignoire. Et c'était mon premier livre de géographie, mon premier livre tout court. Parce que je crois que j'étais, pour plusieurs raisons, mais essentiellement, comme l'a dit Alice, la guerre, c'était être enfermé, c'était être abstrait du monde. Et en même temps, je savais que le monde existait parce que mon père était en Afrique et qu'il ne pouvait pas être avec nous. On me répétait tout le temps qu'un jour, papa viendra. Mais il ne venait pas parce qu'il était de l'autre côté des mers. Il était en Afrique. L'océan Atlantique était parsemé de mines contre les bateaux. Il ne pouvait pas venir.
il a essayé de venir dans un voyage que m'a raconté ma mère assez tôt. Il est monté dans un camion dans le nord du Nigeria, à Kano, et il a essayé de traverser le Sahara. Il a réussi à traverser le Sahara, mais il s'est heurté au bout du Sahara à un barrage de l'armée française. Il a dit je suis un médecin britannique. On a dit monsieur, les Britanniques ne sont pas bienvenus. C'était l'époque où on se souvenait encore de Mersel Kébir, du bombardement de la flotte française par la marine britannique. Et donc on lui a empêché de traverser. Il n'a pas pu venir. Il est retourné en arrière. Mais on m'a raconté ça. Donc j'avais besoin d'imaginer le monde parce que le monde n'était pas facile d'accès. Il m'était interdit. Donc je crois que ça a été le point de départ pour moi de l'amour de cette science, de cette vocation, de cet imaginaire que sont pour moi là où les géographies. Vous parliez à l'instant de monde interdit, et effectivement dans ce Nice où vous avez connu la faim, la réclusion et l'absence de votre père au sein de la cellule familiale, les distractions étaient peu nombreuses. Et je sais que vous aviez découvert un trésor qui est le Reader's Digest. En quoi le Reader's Digest vous a-t-il formé? Est-ce que c'était la première de vos évasions? Non, ça ne l'était pas parce que ça, c'est mon père qui était abonné au Reader's Digest en Afrique pour se tenir au courant de ce qui se passait dans le monde. Et quand il est revenu d'Afrique, à l'issue de sa mission de médecin de brousse, il a ramené 2 caisses. Dans une caisse, il y avait du savon et dans l'autre caisse, il y avait le Reader's Digest en anglais. Donc, pour lui, c'était important aussi que ses enfants parlent l'anglais parce qu'il considérait que l'anglais était une langue qu'il fallait absolument posséder. Nous parlions français et nous avons ensuite appris, grâce à ces livres qu'il avait ramenés, à parler un peu plus correctement l'anglais. Je me souviens entre autres d'une rubrique du Reader's Digest qui s'appelait « Humor in Uniform », l'humour en uniforme. C'était des blagues de soldats. Et c'était une rubrique du Reader's Digest. Et ça m'est resté tout ça. Donc, je crois que c'est une façon d'accéder au monde par le travers, pas directement, mais par des magazines comme le Reader's Digest ou bien une autre collection de journaux qui m'a beaucoup impressionné et qui avait été donnée à ma grand-mère par un monsieur qui s'appelait Claudius Véran. C'est un nom assez original. Il avait donné la collection du Journal des Voyages. Journal des Voyages, c'était publié à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'était un journal qui comportait des rubriques de renseignements sur les pays, mais aussi des romans feuilletons. Il y avait entre autres un roman feuilleton qui s'appelait « Les Robinson suisses », écrit par un certain monsieur Weiss. Et donc ce journal des voyages m'a permis d'accéder assez tôt à ce qu'était le monde. On ne pouvait pas voyager. Après la guerre, c'était très difficile de quitter le territoire de la France. Et les bateaux ne circulaient pas facilement. Mais le Reader's Digest, et puis avant ça, le journal des voyages, ça a été mes sources de renseignements sur le monde. Et je dois dire que le journal des voyages était assez bien fait. Il avait un côté un peu sensationnel. Parce que la portada, la couverture du journal des voyages, c'était un dessin effrayant. Il y avait toujours un dessin effrayant qui montrait des choses qui se passaient dans le monde. Un bûcher sur lequel on brûlait les épouses des Maharajas, ou bien un condamné à mort en Afrique à qui on allait couper la tête. Il y avait toujours des images sensationnelles dans ce journal. Et par la suite, je me suis débarrassé de ça. J'ai eu tort parce que maintenant, je le regrette beaucoup. Quelquefois, par nostalgie, je vais flâner sur les quais à Paris et je trouve des exemplaires du journal des voyages. Je reconnais des exemplaires que j'ai lus. Donc ça a été mon accès au monde par le travers, pas directement, mais par les échos qu'il y avait dans des journaux et des revues. Toute géographie est intrinsèquement liée à l'histoire. Je pense à l'histoire avec un grand H, mais je pense aussi à votre histoire familiale. Est-ce que votre histoire familiale est particulièrement marquée par l'exploration et par l'exil?
À l'âge de 9 ans, vous êtes passé d'un enfant enfermé à un enfant qui s'embarque sur un paquebot, le Nigerstrom, je ne sais pas comment on prononce. Nigerstrom. Strom, voilà. Oui, Nigerstrom, Ouais, le fleuve Niger. Voilà, pour le continent africain. Pourriez-vous évoquer un peu le destin de votre père qui s'est retrouvé africain malgré lui à cause de ces fameuses frontières établies par la Seconde Guerre et que vous avez retrouvées assez tard? Oui, tout d'abord, je voudrais dire pourquoi mon père a choisi d'aller vivre au Nigeria. Il a fait des études à Londres, des études de docteur, et à l'issue de ses études, il est allé faire un stage dans un hôpital à Southampton. Et là, il arrive à Southampton et il reçoit un mot très irrité du directeur de l'hôpital de Southampton qui lui dit « Monsieur, je n'ai pas encore reçu votre carte de visite ». Et il s'est dit « Bon sang, mais il faut que j'envoie une carte de visite au directeur de l'hôpital de Southampton. Ma vie va être atroce dans cet endroit. » Et il est retourné à Londres et il a fait une année d'études de maladies tropicales pour pouvoir être envoyé ailleurs qu'à Southampton, pour aller dans les pays où les gens étaient civilisés, où ils n'étaient pas agressifs comme le directeur de l'hôpital de Southampton. Et là, on l'a envoyé d'abord en Guyane britannique et puis ensuite au Nigeria. Il a suivi les ordres que lui donnait l'armée, puisqu'il était médecin militaire. Les colonies anglaises étaient administrées par des militaires, et pour être médecin dans ces colonies, il fallait avoir un grade dans l'armée. Donc il était militaire et en même temps médecin. Et donc il était obligé de rester en poste, et quand la guerre a éclaté, il a essayé, comme je l'ai raconté, de venir sauver sa famille. Il avait formé le projet d'enlever sa famille et de les emmener tous à l'abri en Afrique du Sud. Il pensait que l'Afrique du Sud était le seul endroit où la guerre ne risquait pas d'arriver. Il ne s'est pas vraiment trompé, parce que la guerre n'a pas frappé l'Afrique du Sud, mais il n'a pas pu mettre son projet à exécution. Le voyage n'a pas eu lieu. Nous sommes restés en France, et à l'issue de la guerre, nous sommes allés le rejoindre. Il a envoyé les billets pour que nous venions le rejoindre, et nous sommes montés à bord de ce paquebot de la Holland Africa Line qui joignait Bordeaux à toutes les villes de la côte africaine, principalement les villes qui appartenaient à la colonie anglaise. Donc nous sommes arrivés, après avoir fait les escales à Accra, Cotonou, Lomé, Victoria, et ensuite à Port-Harcourt. Et nous sommes arrivés à Port-Harcourt, et là, j'ai découvert que le monde existait, parce qu'avant, je ne savais pas que le monde existait. Ce qui me frappe, c'est que le sentiment géographique et l'expérience de l'exil sont chez vous immédiatement associés à l'écriture. Car lors de ce premier voyage, vous n'aviez même pas encore découvert le continent africain, que sur ce bateau, vous vous mettez à écrire un roman. C'est ce que vous expliquez dans Identité nomade, entre autres. Et que racontait ce premier roman que vous avez écrit à l'âge de 9 ans et qui s'intitulait Au radis noir? Oui, Au radis noir, parce que le héros était un Africain. C'était un garçon africain qui avait l'âge, dans mon roman, l'âge que j'avais en allant en Afrique, c'est-à-dire 8 ans en fait, et qui retournait chez lui. Parce que pour venir en Afrique, ça voulait dire abandonner tout ce que je connaissais. Je pensais que je ne reviendrais jamais en Europe. J'ai dit adieu à ma grand-mère, et nous partions, ma mère, mon frère et moi, et je pensais que je ne les reverrais jamais. Je ne reverrais jamais ma grand-mère, mon grand-père, je ne reverrais jamais ma famille française. Et donc, pour essayer d'annuler cette émotion, j'ai écrit le roman d'un garçon qui revient chez lui. J'allais chez les autres, mais je revenais chez moi, en fait. J'ai imaginé que j'étais africain et que je revenais chez moi. Et donc, c'était le sujet de ce roman. Vous avez imaginé l'Afrique avant de la voir? Oui, enfin, c'était surtout le voyage, parce que je ne sachant pas grand-chose de l'Afrique, je n'osais pas trop parler de ce que j'allais trouver en Afrique, mais j'essayais d'écrire les émotions qu'un jeune garçon africain connaissait sur un bateau qui le ramenait chez lui. Donc, il imaginait ce qu'il allait trouver,
des arbres, la nature, des gens qui l'aimaient, des gens merveilleux. Donc j'ai essayé d'imaginer tout ça. Et en même temps, comme ce garçon ne pouvait pas s'identifier vraiment à moi, il fallait qu'il parle une autre langue. Je savais qu'en Afrique, dans cette colonie du Nigeria, on parlait l'anglais. Et donc, mais je ne parlais pas bien l'anglais. Donc, j'ai écrit une partie des dialogues dans ce roman dans un anglais qui ressemblait au Pidgin English, et dans lequel j'étais ce garçon qui parle en anglais et qui essaye de comprendre vers quoi il va. Je me souviens d'un échange, entre autres, qui était Oradi avait faim et il va voir quelqu'un dans l'équipage et lui dit « I am hungry ». Et la personne qui parlait le français lui dit « Tiens, je te donne un chat ». Et je réponds « À manger ». Et l'autre dit « Non, comme amitié ». Sous-entendu, l'amitié va peut-être subvenir à la fin, va remplacer la fin. Et voilà des dialogues comme ça. Ça construisait l'histoire de cet enfant qui allait retrouver sa famille. Et qui bravait une langue qu'il ne connaissait pas. Parce qu'on peut penser que c'est tournesol, mais on peut aussi penser que l'enfant essaye de tendre la main à l'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et le plus intimidant pour moi, ce n'était pas d'aller en Afrique, c'était d'aller rencontrer quelqu'un qui était mon père. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, il ne m'avait jamais vu, puisque je suis né après qu'il était retourné en Afrique. Donc j'allais rencontrer un inconnu. Et cet inconnu, on me dit, c'est ton père, c'est ton papa, il faut prier pour lui. Bon, je priais pour lui, mais en même temps, je me dis, à quoi peut-il ressembler ? Et c'était cette appréhension qui allait grandissant dans ce voyage. Ce n'était pas rencontrer un pays inconnu, c'était rencontrer un inconnu. Ça a été peut-être le choc, en fait, de ce voyage. Pour moi, le voyage était associé au fait de rencontrer cet homme inconnu qu'on disait être mon père. Et le réflexe que vous avez eu n'est quand même pas commun. C'est-à-dire que pour pallier votre appréhension, vous avez commencé d'écrire. Oui, parce que l'écriture, c'est un moyen enfin à cette époque-là, pour moi, ça allait rester toujours un peu, c'est un moyen d'exorciser les dangers, les problèmes, en les écrivant, d'essayer de les faire disparaître ou de les amadouer, de les rendre plus familiers. Et donc l'écriture a eu ce rôle d'exorcisme, un peu comme le dit Michaud, épreuve, exorcisme. L'écriture est là pour prévenir des dangers, pour les maîtriser et peut-être même pour les apprivoiser et les rendre plus proches. Alors votre père est devenu africain, mais au départ il était mauricien, comme votre mère qui était sa cousine germaine. Ces origines mauriciennes sont gravées dans votre cœur, car vous avez beaucoup écrit sur l'île et les légendes liées à votre famille. On peut évoquer Le Chercheur d'or, Voyage à Rodrigue, ou plus récemment Alma, roman que vous avez publié en 2017. Mais quelle connaissance aviez-vous de Maurice avant d'y aller ? Est-ce d'avoir observé des cartes dans des atlas ou des papiers ou des lettres échangées avec votre famille ? Est-ce d'avoir entendu les récits de votre mère et de votre grand-mère Alice quand vous viviez ensemble à Nice ? Oui, c'était un peu tout ça, parce que Maurice, c'était un endroit très lointain. Je ne savais pas que ça existait même. Pour moi, c'était un nom, c'était un mot. Après, j'ai vu des cartes de Maurice parce que mon grand-père avait gardé beaucoup des cartes, les anciennes cartes de Maurice qui étaient épinglées au mur. Il y avait des photos qui représentaient la maison de la famille, qui s'appelait Eureka. C'était la maison de ma famille à Maurice. Donc j'ai vécu au milieu d'images, et ces images me laissaient penser qu'il y avait peut-être, qui sait, un endroit qui portait ce nom, et cet endroit existait vraiment. Et un jour, je pourrais peut-être m'y rendre, je pourrais peut-être connaître cet endroit. Et j'ai procédé un peu comme avec le roman Oradi Noir. J'ai commencé à écrire le roman du Chercheur d'or
sur des histoires qu'on m'avait racontées, des histoires que racontait ma grand-mère, que racontait ma mère, sur des documents qui se trouvaient dans les papiers de la famille à Nice. Et j'ai commencé à écrire ça avant d'être allé à Maurice. Je suis allé à Maurice par la suite. J'ai commencé à décrire Maurice alors que je n'y avais pas mis les pieds. Donc c'était aussi là une façon d'apprivoiser l'endroit, de le rendre plus proche. Je ne pouvais pas partager avec qui que ce soit d'autre qu'avec ma famille, parce que quand j'étais à Nice, un enfant, et qu'on me disait « Où il est ton père ?» Je disais « Il est à Maurice ». Et on me disait « Ah oui, à Saint-Maurice », parce qu'il y avait un quartier de Nice qui s'appelait Saint-Maurice. Et je ne pouvais pas leur expliquer ce que c'était. De même, mon père écrivait une lettre toutes les semaines, donc j'avais une extraordinaire collection de timbres de l'île Maurice qui représentaient les montagnes de Maurice sur le fond de la tête de Georges VI. Et j'essayais d'échanger ça avec les autres, mais ils n'en voulaient pas. Ils disaient « Qu'est-ce que c'est ça ?» Ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne connaissaient pas le pays, ils ne connaissaient pas le nom, ils n'avaient jamais vu les timbres. Eux, ce qu'ils collectionnaient, c'était des timbres à la rigueur qui représentaient l'Afrique, avec écrit le prix en CFA dessus, mais l'île Maurice, non, ça ne les attirait pas. Donc, devant cette impuissance à partager, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être, et j'écrivais des petits contes, des petites nouvelles qui étaient censées se passer à Maurice, et j'envoyais ça à mes cousines qui étaient à Maurice. Elles m'envoyaient leurs petits romans, et on échangeait par la poste, bien sûr, ces romans. Donc la littérature, le fait d'écrire, c'était un moyen aussi de me rapprocher du pays ancestral, du pays d'où venait ma famille, puisque mon père et ma mère étaient tous les deux originaires de Maurice, vu que mon père et ma mère étaient cousins et que j'avais deux grands-pères qui étaient frères, qui étaient tous les deux nés à Maurice, et un seul arrière-grand-père qui était mauricien. Donc j'ai été une espèce je représentais une espèce de concrétion, d'accumulation de Maurice. Et lorsque j'ai pu y aller, j'ai découvert que Maurice existait vraiment, et j'ai été assez étonné de voir que c'était finalement assez différent de ce que j'avais imaginé. Ah ben justement, vous avez découvert l'île Maurice adulte. C'était, je crois, après Le Chercheur d'or, mais avant Voyage à Rodrigue. Oui, parce que Voyage à Rodrigue est le récit. Oui, donc j'ai terminé Le Chercheur d'or en me documentant sur place, auprès de ma tante notamment, qui avait gardé un assez mauvais souvenir de cette époque, parce que son père, il s'agissait de son père, mon grand-père, donc, partait pendant de longs mois. Il était juge. Et tout à coup, il déposait tous ses dossiers de juge et il allait vivre pendant 1 semaine, 2 semaines à Rodrigue. À l'époque, c'était un voyage aventureux. On faisait ça en bateau à voile et elle n'était jamais sûre de le revoir. Il faut préciser que Rodrigue est une île au large de Maurice, une petite île au large de Maurice qui fait figure presque de grande île dans l'océan Indien, alors que c'est un petit point sur la carte. Oui, c'est vrai. Mon grand-père s'était mis dans la tête de découvrir le secret du pirate Labuse, pirate qui avait écumé l'océan Indien et qui a fini ses jours pendu à La Réunion. Mais avant de mourir pendu, il avait jeté à la foule, d'une façon ironique et assez méchante, le plan pour trouver le trésor. Et ce plan a été recopié, circulé. Mon grand-père en a eu un exemplaire et il s'était mis en tête de découvrir ce trésor. Parce que Labuse n'avait pas dit où c'était caché. Il n'était pas caché à La Réunion, il fallait trouver l'endroit. Et mon grand-père, après avoir étudié géographiquement le lieu, s'est rendu compte qu'à l'époque de ce pirate, c'était au XVIIIe siècle, on avait inversé le nord et le sud. Donc le plan qu'il avait jeté à la foule représentait une île qui était à l'envers. Le nord était en bas et le sud était en haut. Donc il s'est dit, bon, il faut retourner la carte. Et là, ça s'appliquait parfaitement à cette île qui s'appelle Rodrigue, qui était une dépendance de l'île Maurice, à peu près 2 jours de bateau de Maurice. Donc, il allait régulièrement pour faire des fouilles, essayer de retrouver ce trésor. Il abandonnait son vêtement de juge pour devenir un chercheur d'or. Et c'est cette histoire que ma tante racontait dans le détail, et elle détestait tout ça parce que pendant qu'il était absent, on avait peur pour lui, on pensait qu'il allait mourir, faire un naufrage, qu'il allait être malade là-bas et qu'il ne reviendrait pas. Mais elle racontait tout ça
Et elle avait envoyé à mon grand-père des papiers, des documents, sur lesquels elle avait mis, sur la couverture desquels elle avait écrit « papier sans valeur », parce que c'est des papiers qui avaient trait à la recherche de mon grand-père. Et moi, j'ai pris tous ces papiers, je suis retourné à Maurice avec les papiers, et ainsi qu'avec une poêle à frire, vous savez, l'objet qui sert à découvrir les métaux. Et je suis allé à Rodrigue, je me suis dit, je vais prendre la suite de mon grand-père. Et avec ma fille, qui était âgée à l'époque de 4 ou 5 ans, on a arpenté la montagne de Rodrigue avec la poêle à frire. On a découvert beaucoup de boîtes de conserve enterrées, beaucoup de capsules de boîtes de boissons, mais on n'a pas découvert de trésor. Mais j'ai découvert un autre trésor, c'est celui de l'imaginaire, et surtout le fait d'arpenter ce lieu que mon grand-père avait cartographié. Il avait fait des plans très précis de l'endroit qui s'appelait l'Anse aux Anglais, où il pensait que le trésor était caché. Et d'arpenter tout ça avec ses cartes à la main, ça m'a donné un sentiment d'une exploration, d'une découverte de la réalité de l'illusion. La géographie, ce n'est pas du tout de l'illusion, c'est la réalité. Mais lorsque quelqu'un cartographie sa marotte, sa folie, à ce moment-là, la réalité et l'illusion deviennent la même chose. Et c'était très étonnant d'arpenter ça avec cet enfant de 4-5 ans qui était très enthousiaste pour aller à cette recherche. Ma fille était très enthousiaste. Donc on a arpenté le lieu et j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle « Voyage à Rodrigue » pour raconter cette exploration. Donc la réalité de l'illusion, ce serait une sorte de géographie légendaire. Et effectivement, ces deux textes sont de nature très différente et magnifiques, mais complémentaires. Le premier est un roman, Le Chercheur d'or, pendant que l'autre est plutôt un récit, Le Voyage à Rodrigue. Est-ce que c'était un besoin de revenir sur la vérité des lieux ? C'était aussi pour montrer le destin de cet homme qui s'est un peu perdu d'une certaine manière. Oui, c'était un peu tout ça. Et puis aussi l'idée de rejoindre quelque chose que j'avais beaucoup aimé étant enfant, dans les années qui ont suivi la guerre, c'est lire tous les livres que mon grand-père, celui qui vivait en France, pas celui qui était allé à la recherche du trésor, qu'il avait fait venir de l'île Maurice et qui étaient des récits de voyage. Il y avait tous les récits des navigateurs. C'était la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. C'était l'époque des explorations. Et donc, partir sur la recherche de mon grand-père, partir à la recherche du trésor de la Buse, c'était un petit peu jouer au jeu de l'explorateur. J'explorais l'Anse aux Anglais. À l'époque, il y avait très peu de monde qui habitait dans ce coin de Rodrigue. Et je découvrais des marques, des traces. J'avais l'impression de suivre une piste. Et ça me reliait à ce plaisir d'enfant qui est celui de lire des récits de voyage. Quand on est enfant, on aime beaucoup lire les récits de voyage. On voyage par l'imaginaire. J'avais lu toutes ces collections de voyages écrits par des gens comme Dumont d'Urville ou Oyer de Grandpré, ces voyageurs, ces explorateurs du XIXe siècle qui relataient tout ce qu'ils voyaient et dressaient des cartes de tous les lieux où ils passaient. Et retrouver cette impression extraordinaire de l'enfant qui voyage par le biais des livres, sur place, à Rodrigue, en suivant les traces d'un pirate imaginaire, en tout cas de l'obsession de mon grand-père, ça c'était retrouver quelque chose d'important de mon enfance. Et c'est pourquoi j'ai bien partagé ça avec ma fille qui avait 5 ans, qui était très enthousiaste. Et la géographie permet de retrouver la trace de ce qu'on a perdu, finalement, d'après ce que vous nous expliquez. Je crois qu'au départ de tous les traités de géographie, il y a ce désir d'identifier des endroits, de les décrire par les mots, par les croquis qu'on en fait, par les cartes qu'on dresse, par les relations qu'on en fait, par l'interrogation que l'on a avec les gens que l'on peut rencontrer. Il y a quelque chose de tout ça dans la géographie. C'est peut-être la science la plus juvénile de toutes les sciences, parce que c'est une science qui se relie
à ce besoin d'imaginer, ce besoin d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Et on franchit des montagnes, on franchit des obstacles pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et pour ensuite le relater, le mettre par écrit, le mettre sous forme de dessin et en faire une relation assez fidèle et assez exacte. Il y a toujours une magie dans la géographie, même si elle est d'une science très, très sérieuse et très exacte. Mais, non seulement avec la géographie on explore, mais on nomme, effectivement. On pense à des noms de lieux, de pays, de rivières, de montagnes, d'îles, etc. Et y a-t-il des noms qui ont alimenté votre rêverie d'écrivain ? Oui, bien tous ces voyageurs du 19e siècle, donc Oyer de Ramprey, l'abbé Rochon, tous les récits de voyage m'enthousiasmaient et m'enthousiasment toujours. Je suis toujours très intéressé par la lecture d'un récit d'exploration, comme celui qu'a fait Coronado, qui a atterri à l'embouchure du Mississippi, a remonté le Mississippi et a découvert tout l'Est américain, ce qui est actuellement le Texas et la Louisiane, jusqu'au Nouveau-Mexique. Il a fait cette exploration, il a raconté ça dans un texte qui est très, très humain, où il parle de difficultés, des maladies qu'il a rencontrées, et aussi parfois des services qu'il a pu rendre, parce qu'il avait des recettes médicales qui ont permis de soigner des gens qui étaient fiévreux et qui lui vouaient beaucoup de reconnaissance. Il a connu des dangers, il était complètement hostile à l'idée d'une colonisation abusive, il voulait entretenir une relation très égalitaire avec les pays qu'il rencontrait, les gens qu'il rencontrait. Donc Coronado, ça a été un de ceux dont j'ai aimé lire assez récemment le récit. Et d'autres explorateurs de ce genre, il y a eu des explorateurs très étonnants à l'époque des Espagnols, tous ceux qui ont exploré l'Amérique et qui ont eu les premiers contacts avec la population américaine et qui venaient dans l'idée de découvrir non pas quelque chose qu'ils allaient pouvoir exploiter, mais de découvrir des nouvelles qualités à l'être humain, de découvrir des nouvelles ressources. Ce sont tous ceux qui ont ramené d'Amérique la tomate, la pomme de terre, la cacahuète, enfin tout ce dont on se nourrit actuellement, et qui ont ramené aussi des notions qui n'existaient pas en Europe, comme par exemple le jardin zoologique. Les premiers explorateurs espagnols arrivant au Mexique découvrent que l'empereur du Mexique, Moctezuma, a un jardin dans lequel il a des spécimens de tous les animaux et de toutes les plantes qui existent dans son pays. Et ils ont ramené cette idée, ça a été les premiers jardins zoologiques qui ont été créés en Europe. Et également la découverte de la multiplicité, de la variété des êtres humains, de la variété des cultures, la capacité que les humains ont d'inventer des moyens de survivre dans les circonstances les plus difficiles. Donc tout ça, je crois, ce sont des noms qui m'ont impressionné et qui sont pour moi les noms des personnes qui ont vraiment apporté la compréhension de l'être humain dans son ensemble. Maurice est une île très singulière puisqu'elle était inhabitée il y a 400 ans. Et aujourd'hui, elle est peuplée de gens qui parlent français, anglais et créole. Ils disent d'ailleurs du créole que c'est une langue cassée. C'est une langue très imagée et poétique, essentiellement orale. Alors, je voulais vous demander, il y a des cartes de Maurice établies en anglais, en français puis en anglais, suivant les administrations qui ont occupé l'île. Mais y a-t-il des cartes en créole et en avez-vous vu ? Je ne suis pas sûr que ça existe. J'en ai jamais vu, mais je ne suis pas sûr que ça existe parce que les gens de Maurice savent très bien où se trouve tout ce qui s'y trouve. Maurice est tout petit. Maurice, ce serait le Grand Strasbourg, ce serait Maurice à peu près. C'est une île très, très restreinte. Donc les gens savent tout, ils connaissent tout de chaque endroit, ils sont allés partout.
Ce qui est commun à tous les Mauriciens, aussi bien ceux qui descendent des Bretons comme moi-même, que ceux qui descendent des Indiens ou ceux qui descendent des Africains, c'est qu'ils sont tous venus par la mer. Et tous ces gens qu'on voit à Maurice, quand on y va, ce sont des descendants de gens qui ont affronté la mer. Mon ancêtre, le premier qui est venu à Maurice, a fait un voyage qui a duré 6 mois. Pendant 6 mois, on partait de Bordeaux et on arrivait à l'Île-de-France et on subissait des tempêtes, des attaques de corsaires, des attaques de la marine anglaise. Et on arrivait à Maurice, on était vaccinés contre des tas de choses. Et pour mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle était vaccinée contre les voyages parce qu'elle a dit en arrivant, je ne bougerai plus de cet endroit. C'est trop terrible de voyager en bateau, ça, je ne le referai jamais plus. Donc elle est restée à Maurice et toute ma famille descend de cette dame et de ses maris et de son mari et de tous ceux qui ont suivi. Donc, et toutes les personnes qui sont à Maurice ont ce point commun d'être des descendants d'aventuriers. Les Indiens ont pris des bateaux pour venir travailler à Maurice. Les Africains étaient malheureusement réduits à l'esclavage et se sont retrouvés sur des bateaux. Et ceux qui ont survécu ont fait souche à Maurice. Donc tous ces gens descendent d'aventuriers contre leur gré ou de leur gré, mais qui ont connu ce passage par l'océan, ce passage par la mer. Et je crois que ça crée dans l'esprit quelque chose de très particulier qui est commun à tous les Mauriciens, c'est qu'ils savent qu'un jour, s'ils veulent voir le monde, il faudra bouger, il faudra sortir de chez eux. Maurice est trop petit, on ne peut pas rester à Maurice. Si on veut voir le monde, il faut prendre un bateau, un avion, mais on ne peut pas le faire en marchant. C'est impossible. Donc, c'est cette idée que Maurice est un lieu, une sorte de radeau sur l'océan dont il faut un jour ou l'autre s'échapper et pour aller connaître le reste du monde. Dans Identité nomade, vous avez écrit la remarque suivante: je ne voyage pas pour écrire ce que j'écris, mais j'écris pour pouvoir voyager, ce qui est un peu différent. En général, quand j'écris en situant mon action dans un pays, je n'y suis pas. J'ai écrit sur l'île Maurice quand j'étais installée à Paris, et j'ai pu écrire désert dans le sous-sol de l'ambassade d'Espagne à Paris. Je n'étais pas du tout dans le désert. Je ne connaissais pas le désert en réalité. Cette remarque est bien la preuve que vous écrivez en romancier et non en écrivain de récits de voyage que vous admirez. Il n'y a aucun jugement de valeur, mais plutôt un rapport au lieu et à l'écriture qui est inverse. Vous écrivez à partir de votre rêverie, avant même de vous rendre sur place. C'est un réflexe qui vous avait donné envie d'écrire Au radis noir, comme vous nous l'avez évoqué. Et ce réflexe est-il toujours aussi présent en vous aujourd'hui ? Oui, vous avez raison, Alice. Pour moi, le voyage n'est pas l'occasion de ramener des objets étranges et curieux, n'est pas l'occasion de ramener des clichés. Je ne prends pratiquement jamais de photos. Je dessine en revanche. J'aime beaucoup dessiner parce que le dessin, c'est une interprétation. Mais pour moi, c'est une sorte d'aventure que je fais avant même de commencer ce voyage. Quand je suis allé à Maurice pour la première fois, j'avais déjà imaginé Maurice. Quand je suis allé en Afrique pour rejoindre mon père, j'avais déjà imaginé un peu ce que ce serait. Donc ce serait pour, non pas vérifier, mais pour... il y a une sorte d'incantation auparavant qui m'incite à partir, qui fait que je me sens attiré. J'ai besoin de sortir de chez moi et d'aller voir ce qui s'y passe. Et donc, le roman est pour moi un vecteur du voyage. Ce n'est pas du tout la relation d'une réalité exacte. C'est plutôt quelque chose qui est incanté, quelque chose qui mûrit et qui s'exprime par le moyen des mots, par les images, par les sensations que j'imagine, les sensations que je pressens. Le pressentiment est... Et je crois que c'est assez important quand on écrit. Et donc, quand j'ai voulu écrire sur Maurice, j'ai d'abord eu le pressentiment de ce que ça pourrait être. L'histoire, bien sûr, de mon grand-père, chercheur d'or, mais aussi l'histoire du peuplement de Maurice. J'avais envie
d'abord d'être un peu documenté sur la façon dont ça s'était passé. Maurice a été peuplé par d'abord des Européens, ensuite par des Africains que les trafiquants d'esclaves avaient amenés, et enfin par des travailleurs indiens qui s'embarquaient à Calcutta pour faire ce long voyage de plusieurs mois pour arriver dans un endroit dont ils n'avaient jamais entendu parler, dont ils ne pouvaient pas imaginer ce que ce serait. Et ils le faisaient parce que la plupart étaient des intouchables et qui n'avaient pas d'avenir chez eux. L'Inde était un pays qui était assez hostile. Il y a eu aussi une guerre qui s'appelait la guerre des Sipais, les Sepoys en anglais. Les Sipais, c'était des Indiens qui s'étaient révoltés contre la présence des colons anglais en Inde. Et donc, les Sipais étaient déportés. Si vous allez à Maurice, vous verrez que toutes les routes de Maurice, elles sont très bonnes, ont été construites par des Sipais. C'était des bayards de l'armée des Sipais qu'on obligeait à construire les routes. Et ce qui était très indien chez eux, c'est qu'ils le faisaient bien. Ils ne bâclaient pas le travail. On leur donnait un travail à faire, ils étaient obligés de le faire, mais ils le faisaient bien. Donc cette population qui a très diverse, qui a grandi à Maurice, a porté des qualités, peut-être des défauts aussi, mais des qualités, on va garder seulement les qualités, des qualités qui appartenaient à leur pays d'origine. Les Bretons étaient aventureux et assez généreux. C'était des gens assez généreux. La plupart des Bretons, lorsqu'ils sont arrivés à Maurice et qu'ils ont constaté qu'il y avait des esclaves, se sont efforcés de les libérer. Et ça a été le premier travail des Bretons venant à Maurice, libérer les esclaves. Mon ancêtre est arrivé à Maurice et la première chose qu'il a faite, c'était de libérer des esclaves qu'on lui avait donnés à l'arrivée. Les nouveaux colons, on leur donnait 2 esclaves à l'arrivée à Maurice. Il les a libérés. Et ces esclaves sont restés après, on travaillait pour lui, mais ils étaient salariés, ce n'était plus la même chose. Les Africains ont apporté la musique, la joie de vivre, des choses qui peut-être étaient assez indispensables dans ce caillou perdu au milieu de l'océan. Et ils ont surmonté les terribles difficultés de l'esclavage en créant une musique qui n'appartient qu'à eux, c'est le Sega. Le Sega est une musique connue dans le monde entier, et ça c'est l'invention des descendants d'esclaves. Et les Indiens ont apporté le sérieux et les techniques de travail, techniques de la culture, techniques de la construction et techniques, dans le cas des Sepoys, de la construction des routes. Donc chaque population a apporté quelque chose de nouveau dans cette île et a fait que cette île, finalement, est un petit continent dans lequel il y a des cultures multiples qui s'entendent assez bien les unes avec les autres, des religions. Les Indiens ont apporté la religion hindoue, qui est une religion fondée sur les textes, le Vedanta, les grands textes indiens. Les Africains ont apporté un certain mysticisme à la religion chrétienne. Ils l'ont transformée. Ils ont apporté des techniques d'incantation, des techniques de rythmique qui ont fait que la religion a pris un caractère assez différent de la religion originelle. Les Européens ont apporté, eux, leurs techniques industrielles venant de l'Europe, c'est-à-dire la construction des bateaux, construction des maisons et la médecine. La médecine aussi s'est reliée à la médecine traditionnelle indienne et africaine. Donc vous voyez, c'est un mélange et toutes les religions sont restées et elles se sont assez bien entendues. Les Mauriciens, tous les jours, rencontrent au courant de leur déambulation dans l'île, ils voient de temps en temps une mosquée, un peu plus loin, ils voient un temple indien, et un peu plus loin, ils entendent le muezzin qui appelle à la prière. Tout ça se conjugue assez bien. Et il est assez rare qu'il y ait des disputes entre les communautés. Donc, c'est un exemple de bonne entente dans le monde et je pense que nous en avons besoin. Le temps file et nous n'avons évoqué ni la Chine, ni la Corée, ni le Mexique que vous connaissez si bien, et ni le Maroc que vous avez découvert en accompagnant votre épouse Djemia, qui est née Sahraoui, et avec qui vous avez écrit ce merveilleux Jean des nuages.
Alors moi, j'aimerais savoir combien de tampons sont dessinés sur vos passeports. Est-ce que vous savez le nombre de pays que vous avez visités ou pas? Je sais que j'ai dû en refaire un autre parce qu'il y en avait trop. Mais bon, on met de moins en moins de tampons sur les passeports actuellement, heureusement. Donc je pense que je n'aurai pas à changer mon nouveau passeport. Mais le tampon de Maurice, il y a quand même un dodo dessiné dessus. oui, c'est vrai. C'est très joli. J'ai aussi un passeport de Maurice qui est orné par d'un côté un dodo et de l'autre un cerf. Ce sont les deux animaux fondateurs de l'île Maurice, le cerf et le dodo. Et donc, oui, mais le désert marocain m'a apporté aussi beaucoup, parce que j'ai eu une deuxième vie en fin de compte. Quand j'ai épousé Ejemia, elle m'a apporté tout ce qu'elle connaissait du désert, le vrai désert, c'est-à-dire le désert du sud, le désert du Sahara occidental, ce qu'on a appelé longtemps le Rio de Oro. Ejemia, mon épouse, provient de là. Et elle m'a raconté des choses, et ma belle-mère aussi, la mère de Ejemia, racontait beaucoup de choses qui concernaient ce désert, comment on vit là-bas, comment le lien qu'on entretient avec la famille qui est restée là-bas, et surtout la légende extraordinaire de l'ancêtre commun de toute la tribu dont elle descend, tribu du Sahara occidental, cet ancêtre qui était prisonnier à Tunis, du dey de Tunis, et qui a invoqué Dieu et les anges, et un djinn, un ange, on va dire, est descendu du ciel, l'a attrapé par sa ceinture. Les gens avaient des grandes ceintures à l'époque, les hommes avaient des ceintures très larges. Il l'a attrapé par la ceinture, et l'a enlevé de la prison de Tunis et l'a déposé au Sahara occidental pour qu'il soit un exemple pour les gens qui habitaient là-bas. Et il est devenu un saint homme, un homme qui prêchait l'entente entre tous et qui donc a gardé une réputation et qui est vénéré encore aujourd'hui par la population locale. Donc tout ça, c'est la partie de ma vie qui se rattache à mon mariage. J'ai une deuxième vie. Oui. Dernière question, vous plaidez pour une littérature monde en langue française qui soit affranchie de son centre purement national, hexagonal. Et on a vu comme votre expérience personnelle nourrit cette idée. Mais avez-vous l'impression que cette littérature monde peut exister aujourd'hui, alors que paradoxalement, dans de nombreux pays, les frontières se referment et la connaissance de l'autre se fige? Moi, je crois beaucoup au voyage qu'on fait en lisant. Je crois que la littérature, les livres, c'est un très bon moyen d'explorer le monde. Le livre est un vaisseau d'exploration. Et donc, si on ne peut pas voyager physiquement, pour toutes sortes de raisons, des raisons économiques, quelquefois aussi parce qu'on a mal aux genoux, bien qu'on a mal au dos et qu'on ne peut pas faire de longs voyages, on peut toujours le faire par les livres. Quand j'étais enfant, j'ai découvert que les livres étaient un moyen de sortir de l'enfermement de l'appartement dans lequel j'étais et de sortir de moi-même et d'acquérir des rêves et des illusions et des connaissances que je n'aurais pas pu avoir autrement. Donc je crois beaucoup dans la littérature comme ce moyen de réconcilier les humains et d'apporter des points de vue, des langages, des mots, des idées, des images qu'ils ne pourraient pas connaître autrement. Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire de parler espagnol pour lire Don Quichotte. Don Quichotte, c'est un livre qu'on peut lire. Je l'ai lu quand j'étais enfant, je croyais que c'était en français. Je le lisais dans une traduction française. J'étais très étonné d'apprendre que c'était un livre espagnol. D'autant plus que quand je vivais à Nice enfant, pour me rendre au lycée, je traversais une place sur laquelle campaient les gitans. Et je voyais des gens tels que les décrit Cervantes. C'était vraiment des gens qui se déplaçaient dans des vieilles voitures, qui vivaient dans les vieilles voitures, qui allumaient des feux le soir pour se retrouver et faire de la musique. Il y avait quelque chose de réel dans cette transposition. Donc, on peut lire Don Quichotte et trouver les personnages de Don Quichotte, certains des personnages, du moins on peut les trouver en sortant de chez soi sur une place,
à Bruxelles, par exemple, ou peut-être même ici à Strasbourg. Strasbourg est une ville très cosmopolite. On peut voyager rien qu'en circulant dans la rue, en regardant les gens, les écoutant parler. Donc il y a, je crois, dans la littérature, quelque chose qui vous incite à sortir des strictes limites de la culture que l'on a reçue. Et ça peut se faire par tous les moyens, c'est-à-dire par les livres, par la musique, par les films, mais aussi par le biais des traductions. Je crois beaucoup que la traduction est un moyen qui nous permet d'accéder au monde entier. Je crois que le voyage réel et le voyage imaginaire, ce sont deux émanations très proches l'une de l'autre. Ce sont deux activités que l'on peut conjuguer ou que l'on peut substituer l'une à l'autre. Il n'est pas nécessaire de prendre un avion. On peut ouvrir un livre et là, le voyage commence. Donc, c'est tout à fait merveilleux, ça. C'est le merveilleux de la littérature. Et c'est pourquoi je continue à écrire et je continue à croire que la littérature est nécessaire. On dit que ces jours sont comptés, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas parce que tant qu'on aura besoin de l'ailleurs, tant qu'on aura besoin de connaître les autres, tant qu'on aura besoin de se parler entre voisins, comme dit l'écrivain marocain Mahi Bin Bin, eh bien, les livres existeront. Je ne sais pas où est le micro pour si vous avez des questions à poser à Jean-Marie Leclésio. Il y a une question sur la droite. Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. Bonsoir, Monsieur Leclésio. J'ai pris quelques notes. Merci pour cette conférence et ces beaux partages. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que, comme vous, je suis mauricien. J'aurais pu voyager à travers un livre pour venir jusqu'ici, mais j'ai pris l'avion. Alors, juste pour vous dire qu'en vous écoutant au début de la conférence évoquer la découverte du monde à travers les cartes, ça m'a rappelé aussi un souvenir de mon enfance parce que, ayant eu un père marin, j'ai aussi découvert le monde à travers les cartes et notamment une carte, croyez-le ou non, de Rodrigue. Et donc, sans grande surprise, j'aurais une question par rapport à l'un de vos romans qui se passe à Maurice, Le Chercheur d'or. Ce que je trouve déjà formidable dans le roman, entre autres, c'est qu'il évoque, vous utilisez les trois branches principales de la géographie, notamment la géographie physique, humaine et même mathématique. Mais ma question, si vous voulez, aborde plus principalement ce qui a été évoqué durant toute cette conférence, c'est-à-dire le voyage. Je ne sais pas si vous avez porté attention, mais à Maurice, dès qu'on prend un peu de hauteur, physiquement je veux dire, dès qu'on prend un peu de hauteur, on voit la mer, on voit cette épaisse ligne bleue. Pour le Mauricien, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, cette ligne représente soit une barrière infranchissable, presque infranchissable, ou elle est au contraire l'idée qu'il y a quelque chose plus loin, quelque chose de mieux, par-delà cette ligne. Donc, dans une certaine mesure, elle représente l'espoir. Et aussi, en créole mauricien, il y a une expression, enfin pas vraiment une expression, mais plutôt, on dit « saute d'îlot ». Par exemple, dans une phrase, « Est-ce qu'il t'en déjà saute d'îlot ?» ce qui veut dire « Est-ce que tu as déjà franchi l'eau ?» Pour évoquer « Est-ce que tu as déjà voyagé ?» Mais maintenant, j'ai remarqué dans Le Chercheur d'or qu'à chaque fois que le personnage principal, le personnage d'Alexis, décide de partir, il est souvent confronté à des événements, à des éléments précurseurs. Par exemple, avant de partir pour Rodrigue, lorsqu'il voit les États pour la première fois, ou avant de partir pour la guerre, avec l'échec de la recherche du trésor, et aussi l'enthousiasme des Rodriguais qui s'engagent pour aller combattre. Même quand il revient à Maurice, ou avec ce sentiment de se sentir un petit peu étranger à cette société qui l'entoure, cette société qui l'acclame et le décore même, puisqu'il est maintenant un héros de guerre. Lorsqu'on arrive
vers la dernière partie du roman, on se rend compte que finalement le voyage est peut-être plus important que la destination, que l'objectif du voyage, le but, si vous voulez, c'est le chemin, la traversée elle-même. Ce que j'aimerais vous dire, finalement, j'arrive à ma question, excusez-moi. J'ai fait 12 heures d'avion, comprenez-moi, désolé. Est-ce le sentiment de se sentir étranger là où il est qui pousse le personnage à partir, ou est-ce l'invitation au voyage qui le pousse à partir en quête d'un ailleurs qui peut-être n'existe pas? Je salue un compatriote et j'ai mentionné ce besoin de sortir de Maurice parce que c'est vrai que Maurice, petite île, hein, petit pays, mon grand-père disait toujours petit pays, Maurice, petit pays. Mais c'est pas si petit que ça parce qu'on m'a dit que si on aplatit les montagnes, ça devient très grand, Maurice. Parce que Maurice est un pays montagneux, un peu comme la Réunion. Mais le besoin d'aller voir ailleurs, ça c'est, je crois, assez important. Et je pense que ça figure dans les gènes des Mauriciens, quelle que soit leur origine, parce qu'ils sont issus de ce grand voyage qu'ont fait leurs ancêtres. Tous. Il n'y en a pas un qui ne descend pas de quelqu'un qui était un aventurier. Incroyable aventure, parce que venir de Calcutta jusqu'à Maurice, c'était un voyage absolument terrible. On n'était pas sûr d'arriver. Les bateaux n'étaient pas en bon état. Et quant au voyage des Africains, c'était encore pire, parce qu'ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient, et leur voyage c'était d'une violence extrême. Ils passaient souvent par Zanzibar, où ils restaient un peu, puis après on les renvoyait. Certains allaient à la Réunion, d'autres allaient, les familles étaient séparées. C'était terrible. Les voyages qu'ont fait les premiers Européens n'étaient pas non plus très faciles, parce que comme mon ancêtre est parti de l'Orient pour se rendre, il voulait se rendre en Inde, c'était son but, c'était d'aller en Inde. Et ils étaient 2 bateaux voyageant côte à côte. Et puis, à l'arrivée à Maurice, il y en a un qui n'est jamais arrivé. Il a disparu en mer. Ils ont essuyé une tempête terrible au cap de Bonne-Espérance, ce qui a fait que mon arrière-grand-mère a dit « jamais plus, je ne bougerai plus de cet endroit ». Et donc, il y avait cette idée que le voyage était dangereux, mais il fallait le faire quand même. Mon ancêtre est parti parce qu'il portait les cheveux longs. Et il était breton. Et à la Révolution, quelqu'un qui avait les cheveux longs, c'était un aristo. Donc on lui a dit, il faut couper les cheveux. Il a dit, non, je ne couperai pas mes cheveux. Et il est parti pour une question de cheveux, tout simplement. C'était assez étonnant. Les Indiens qui quittaient l'Inde parce que on mourait de faim. Il y avait une partie de la population, à la suite de la guerre des Sepoys, qui mourait de faim. Donc il y avait toujours quelque chose, une impulsion, mais il fallait quand même un sacré courage pour faire ça. Et c'est le point commun des Mauriciens. Donc le besoin d'aller voir ailleurs, peut-être parce que l'herbe y sera plus verte, mais surtout parce que c'est un moyen de survivre. On ne peut pas faire autrement. Ça se rapproche de ce que vivent les migrants aujourd'hui. Quand on parle des migrants en disant que c'est une invasion, non, ce sont des gens qui fuient la guerre, la famine, les mauvais traitements, les femmes qui fuient des mauvais traitements. Et donc il y a une raison profonde, parce qu'on ne s'aventure pas à traverser les déserts, les océans, à s'aventurer sur une pirogue. On ne fait pas ça pour rien. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. On doit le faire. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui rend commune ces 2 expériences, l'expérience de cette époque qu'ont vécu vos ancêtres, monsieur, et l'expérience que vivent les nouveaux migrants qui partent à la recherche d'un nouveau lieu pour pouvoir s'installer et vivre. Je propose une deuxième question que je souhaiterais plus synthétique, s'il vous plaît. Alors, il y a là-haut, une jeune femme. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Le Clésio. Je m'appelle Jeffali Houda et je suis lycéenne au lycée Jean Monnet. Je suis ravie de pouvoir faire votre connaissance. J'ai toujours été profondément admirative de votre œuvre
Votre approche de la littérature qui mêle exploration des cultures et réflexion sur l'identité et la nature humaine a eu un impact considérable sur ma vision du monde et ma manière de lire. Voici ma question. Comment percevez-vous l'évolution de la littérature contemporaine par rapport à vos débuts? Merci. Oui, bien, merci mademoiselle, enchanté de faire votre connaissance. Et donc, je vous félicite de l'intérêt que vous portez à la littérature. On dit que la jeunesse n'est plus intéressée par la littérature, mais je crois que ça n'est pas vrai. J'ai 2 filles qui ont à peu près votre âge et elles aiment beaucoup lire des livres. Donc, je pense que c'est pas vrai du tout que la jeunesse ne s'intéresse pas à la littérature. La littérature, c'est comme tout le reste, c'est comme une plante qui évolue. Donc, il y a des rejets, il y a des nouvelles variétés, des nouvelles formes. Mais le point commun à toutes ces formes, c'est le fait de communiquer, d'exister pour communiquer. Et donc, je pense que dans toutes les formes de la littérature actuelle, il y a cet impérieux besoin de communiquer quelque chose. De la même façon qu'on n'émigre pas par fantaisie, je crois qu'on n'écrit pas non plus par fantaisie. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un. Ce sera peut-être à vous, ou bien à quelqu'un d'autre qui est ici dans cette salle, ou bien à quelqu'un qui est très loin d'ici, mais on a besoin de dire ce quelque chose. Et ce quelque chose est compliqué à dire, on ne peut pas le dire en un mot, ça serait trop facile. Donc on le dit par approximation, par tentative, on le dit par parabole, par anaphrase, par comparaison, par multiplication de mots. Et je crois que la littérature qui se fait aujourd'hui est assez variée. Par exemple, moi je suis intéressé par la littérature coréenne, parce que la littérature coréenne est pratiquée beaucoup par des femmes. Et moi je suis intéressé par ce que les femmes ont à dire. Et les femmes coréennes ont à dire quelque chose que les hommes n'ont pas à dire. Elles ont à dire qu'elles en ont assez du monde confucianiste dans lequel tout est géré, régi et sous la tutelle des hommes. Parce que la Corée est ce pays confucianiste. Donc elles reprennent le flambeau de la littérature engagée qu'on a un peu abandonné en Europe. On ne sait plus trop ce que c'est que la littérature engagée. Elles reprennent ce flambeau pour pouvoir s'exprimer, pour la lutte, pour la libération, pas seulement libération, mais l'expression féminine. Et c'est une chose qui a été reconnue donc naguère par le jury du prix Nobel, puisque Han Gang, cette romancière, jeune romancière coréenne, qui a écrit de très beaux livres, elle exprime très fortement ce besoin de s'affirmer, d'affirmer l'identité des femmes, qui n'a rien à voir avec l'identité des hommes. Elle ne parle pas de politique, elle ne parle pas de la guerre, elle ne parle pas des menaces qui planent sur le monde, elle parle de cette nécessité d'exister, de s'affirmer par rapport à la tutelle des hommes et par rapport aux obligations héritées de la société confucianiste. Donc ça, c'est très intéressant. Cette littérature-là, je vous la conseille, qui est traduite et publiée en France. Elle apporte beaucoup à la littérature universelle. Après, il y a aussi la littérature latino-américaine. Bon, et puis la littérature française aussi, la nouvelle littérature française, qui est une littérature un peu de confession et de recherche. Et là aussi où les femmes sont celles qui dirigent la nouvelle direction, ce sont celles qui indiquent la nouvelle direction que doit prendre la littérature. Je pense à un écrivain comme Marie Nimier ou Marie Ndiaye ou Marie Dariussec. Ce sont des maris par hasard, mais Marie Ndiaye, Marie Dariussec et Marie Nimier sont des écrivains qui ont quelque chose à dire de la vérité féminine qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent. Donc ça, c'est ce que je crois qui est important dans la littérature actuelle. Et moi, quand je lis leurs livres, ça m'inspire parce que je me rends compte que dans mes premiers livres, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas
du rôle des femmes, je ne parlais pas de l'âme des femmes, je ne parlais pas de ce qu'elles désirent, je ne parlais pas de ce qu'elles proclament, de ce qu'elles demandent. Et maintenant, j'ai envie d'en parler davantage. Et peut-être vous l'aurez remarqué si vous avez lu mes livres, mais la plupart de mes personnages sont des personnages féminins dans mes livres, parce que ce sont les femmes qui mènent cette recherche. Donc elles parlent à travers moi, mais je me suis inspiré de ce que j'ai lu, bien entendu. Et, mademoiselle, où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois plus, oui. Vous pouvez aussi découvrir le roman de Jean-Marie Leclésio qui s'appelle Bitna sous le ciel de Séoul, parce que précisément ça se passe en Corée. Et Jean-Marie, vous avez mêlé des légendes, j'allais dire atemporelles, à un portrait de K-pop. Et on se promène dans Séoul moderne, contemporaine, et on ressent très bien le besoin de raconter des histoires. Oui. On va prendre une dernière question. Oui, j'ai eu la chance de passer 2 années à Séoul. J'étais enseignant dans l'université féminine de Séoul. À Séoul, il y a une université qui est dédiée seulement aux femmes. Ça a été fondé par une femme extraordinaire qui protestait contre l'occupation japonaise. Et elle a conçu que le meilleur moyen de protester contre l'occupation japonaise, c'était d'éduquer les femmes coréennes à résister à l'oppression japonaise. Parce que les hommes n'avaient pas abandonné, mais ils menaient le combat d'une autre façon. Ils menaient le combat à la manière des hommes, c'est-à-dire avec violence. Et cette femme, cette coréenne, a fondé cette université pour inciter les femmes à être éduquées et à rivaliser avec les Japonaises et avec les Japonais pour prendre les places qui étaient occupées par les Japonais. Et en créant cette université à laquelle j'ai appartenu, j'ai rencontré les étudiantes japonaises, coréennes, et j'ai conçu qu'elles avaient quelque chose de très particulier. Elles mêlaient très facilement, comme vient de le souligner Alice, elles mêlaient le goût pour la K-pop, le goût pour la musique, la jeunesse musicale coréenne, à des légendes qui sont inscrites en elles par l'éducation. Et il y a cette sorte de mélange du passé et du présent qui, pour le moment, est en train d'accoucher d'un avenir nouveau pour la population coréenne. Je crois qu'il n'y a pas de femmes plus courageuses que les femmes coréennes. Dernièrement, un président de la Corée, dont je ne dirai pas le nom, a eu une lubie, proclamer la loi martiale. C'est un geste masculin. C'est le tyran du Nord montre ses muscles, alors nous aussi on va montrer nos muscles. Eh bien, la population féminine coréenne a refusé ça, et comme toujours, elle a dirigé une énorme manifestation qui se tient sur la place du gouvernement. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, il n'y a pas que des femmes, des hommes aussi sont là, et protestent de façon pacifique, souvent silencieuse, et quelquefois même visuelle, en allumant des briquets la nuit. On allume des briquets, des milliers de briquets qui brillent dans la nuit devant le palais du président. Ça l'amène à réfléchir. Donc il a retiré sa loi martiale. Et ça, c'est l'action des femmes. Et vous avez pu voir comme moi, une femme attraper le machine gun, la mitraillette d'un soldat, et essayer de lui arracher la mitraillette en lui disant « C'est honteux ce que vous faites. Vous nous menacez avec votre arme. Nous ne sommes pas armés. » Et ça, c'est le courage des femmes coréennes. Donc, si vous allez en Corée, ne manquez pas de rencontrer les femmes coréennes. Elles sont magnifiques. Dernière question. Je donne le micro tout de suite. Oui, je voulais juste rebondir. Là, c'était vraiment très intéressant le fil que vous avez pris pour parler de la littérature. Ma question était, au départ, quand vous écriviez, quand vous étiez jeune, quand vous aviez 8-9 ans, est-ce que c'était pour communiquer aussi? Est-ce que c'était prévu que d'autres le lisent ou c'était uniquement pour vous? Est-ce que la littérature est littérature parce que les autres le lisent ou est-ce qu'on peut aussi écrire pour soi? Et donc, pour finir,
vous êtes passé aussi de la partie communication à quelque chose qui est plutôt de convaincre ou de défendre des points de vue. Est-ce que c'est un cheminement que vous avez eu dans votre réflexion, votre trajet d'écrivain? Non, mais je vais répondre à la première question, je crois. Moi, je vais vous répondre très, très brièvement, en tout cas la première partie de votre question, parce que je n'ai pas bien entendu la suite. La première partie de votre question, absolument, j'écris pour les autres, je n'écris pas pour moi. Ça serait tellement terrible d'écrire pour soi-même. J'écris dans l'espoir que ça sera lu, que ça sera apprécié, ou même peut-être critiqué, ça m'est égal, mais que ça donnera une réaction. C'est ma façon de communiquer. Et c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai commencé à écrire, depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Quand je termine quelque chose, j'ai envie de le donner à lire. À l'époque, je le donnais à lire à ma famille, ou à mes cousines à l'île Maurice, ou bien à ma mère qui pieusement recousait, faisait la couture des pages les unes avec les autres, ou à mon frère qui faisait des critiques. Mais j'avais une réponse. Je veux une réponse. C'est ça que j'attends. Et je pense que c'est là que la littérature est belle, et c'est ce qui la justifie, c'est que c'est un cri qui donne un écho, c'est quelque chose qui y revient. Je crois que c'est une formule de Rumi, que la poésie, c'est un cri qui produit un écho. Et donc cet écho, j'attends l'écho, c'est l'écho qui me revient qui compte. Merci à vous toutes et vous tous pour l'écho que vous allez faire résonner auprès de Jean-Marie Leclésio en ouvrant ses livres, en rentrant chez vous. Merci beaucoup à la ville de Strasbourg de nous avoir accueillis ce soir et bonne soirée à toutes et à tous. Et je pourrais confirmer que Strasbourg, c'est bien la capitale mondiale du livre.